Les chroniques de l'Intermonde, la lumière de l'espoir. Souffle le vent, étonne le tonnerre, embrasant ciel et terre. Quand viendra le temps de la conjuration de l'Intermonde, jaillira le champion. La lumière de l'espoir par Geoffrey Collignon. Acte 1. Beckett avait passé toute sa vie au service du secret de l'acier, jour après jour, année après année. Il était devenu maître en l'art de forger. Non pas qu'il ait été d'un tempérament violent ou guerrier, Beckett aurait d'ailleurs été bien incapable d'utiliser les armes. Ses ouvrages, comme il avait appris à le dire, qu'il faisait naître du travail de ses mains. Toute sa vie, il avait forgé, sans se soucier de rien d'autre. Ses bras noueux, même protégés par d'épais gantelets de cuir, semblaient comme roussis par leur proximité avec le feu. Lorsqu'il retirait les épaisses lunettes à travers lesquelles il observait les flammes de ses fourneaux, il lui semblait soudain naviguer dans un monde étrange, sinistre parfois, en tout cas bien moins réel que ce qu'il éprouvait en cheminant le long de la voie. Ainsi donc, Beckett avait forgé toute sa vie. Et un jour, il s'était réveillé vieux. Par une belle soirée d'été, au soir de sa vie, Beckett contemplait le lointain, sirotant un agréable verre d'alcool d'Ulmia, la capitale de la planète éponyme, localisée dans la dimension Utopos. Il arborait son pendentif habituel, qu'il portait depuis bien des années. Celui-ci était formé d'un losange au centre duquel était gravé un cercle, dans une pierre verte, semblable au jade. Il se remémorait ses débuts, ses années de jeunesse et de formation. C'est comme si tout ceci avait commencé hier. Et en même temps, il lui semblait qu'un fossé d'éternité séparait le jeune enfant peu sûr de lui, qui frappait maladroitement le fer, du vieillard sur le déclin, qui jadis avait été un artisan vanté dans tout Utopos. Il aimait à se rappeler ceux qui, nobles comme roturiers, venaient le voir dans cet atelier. Alors il posait les yeux sur la route recouverte de ronces et de mauvaises herbes sur laquelle les hommes les plus riches de tout Utopos se pressaient jadis. Un souvenir lui revint soudain. Cela devait se passer 1 ou 2 années après le début de son apprentissage. Ses parents, lui avait-on dit, l'avaient confié nourrisson au meilleur maître forgeron d'Ulmia, le grand maître Rimpo. Dès qu'il fut jugé capable de travailler, il dut participer aux travaux de l'atelier. Il avait dans un premier temps souffert du pénible labeur de la forge. Les lourds outils à manier, la chaleur insupportable en hiver et encore plus en été, l'odeur de l'acier, du charbon qui à cette époque lui soulevait le cœur. Un soir d'hiver, Beckett s'était installé après sa journée de travail sur le perron de l'atelier. Recroquevillé, la tête enfoncée entre ses bras croisés, il se sentait misérable une fois de plus. Les autres garçons de l'atelier, Guinaud et Budeau, se moquaient souvent de lui pour son allure chétive et maladive. Aujourd'hui n'avait pas fait exception, puisqu'il n'avait même pas réussi à soulever le puissant marteau de forge qui permettait de battre l'acier pour les plus grosses pièces. Et Beckett aurait difficilement pu demander justice à maître Rimpo. Il s'agissait de ses fils naturels. Sa vie lui apparaissait comme un gigantesque piège. Il n'arrivait qu'à forger de lamentables coupes papier, là où les 2 frères plus expérimentés parvenaient déjà à modeler des épées et des haches. Même s'il vivait dans une époque de paix, les armes honorifiques étaient toujours prisées, alors que les coupes papier n'étaient que rarement utilisées. C'est alors qu'il entendit un bruit de sabots qui frappaient la neige dans un son mat.
La nuit n'allait pas tarder à tomber. Qui pouvait bien être assez fou pour venir se perdre ici? Un voyageur s'en venait par le chemin recouvert de flocons. Ce même passage, aujourd'hui une magnifique route recouverte de ronces, n'était à l'époque qu'un simple accès en terre. Le voyageur portait un épais manteau avec une capuche rabattue sur son visage. Plongé dans l'ombre, ses traits étaient invisibles. Il s'en venait ainsi sur un cheval au poil gris clair et à la longue crinière brune, dont le pas chaloupé semblait indifférent au mauvais état de la route qu'il empruntait. Alors qu'il se rapprochait encore, le jeune Beckett réalisa soudain que leur visiteur n'était pas un voyageur ordinaire. Il s'agissait d'une femme. Il était stupéfait. D'aussi loin qu'il s'en souvenait, aucune demoiselle ne venait jamais à l'atelier, hormis une servante qui venait approvisionner la forge. Et celle-ci venait en charrette, pas au dos d'un cheval aussi majestueux. Ce devait être une dame de la ville. Il se précipita pour aller à sa rencontre. Maître Rinpo lui avait appris à toujours bien accueillir les voyageurs de passage, qu'il s'agisse de clients ou non. Comme la ville était à plusieurs heures de route, le maître attachait une grande importance aux anciennes traditions d'hospitalité du topos. D'autant que la forêt était loin d'être aussi hospitalière qu'elle ne le semblait de prime abord. « Soyez la bienvenue à l'atelier de Maître Rinpo !» cria le jeune Beckett. « Venez-vous passer la nuit chez nous ?» La voyageuse lui répondit par un petit cri cristallin. Elle releva sa capuche. « Oh, tu es Beckett, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Beckett venait de voir apparaître la plus belle femme qu'il eût jamais vue de sa courte vie. Ses cheveux étaient d'un bleu nuit, sagement coiffés en tresses. Ses yeux d'un mauve profond étaient pleins d'une lueur vive d'intelligence, sans qu'aucune malice ne vienne la ternir. Et le sourire qu'elle lui adressa lui donna soudain l'impression que l'été était revenu. Submergé par une marée d'émotions indescriptibles, il ne put que hocher la tête, la bouche entr'ouverte. La femme descendit de cheval et s'avança vers lui, sans se départir de son sourire. « Je l'aurais deviné entre mille. Ton maître m'a beaucoup parlé de toi. Peux-tu aller le prévenir qu'Alice est arrivée, je te prie ?» Il hocha à nouveau la tête, toujours incapable d'émettre le moindre son. Il partit en courant vers l'atelier toujours allumé de Maître Rinpo. Guino était occupé à ranger les outils, tandis que Budo mangeait des cacahuètes. Son visage gonflait d'une expression de gourmandise répugnante. En le voyant, le visage des deux enfants s'alluma d'une lueur mauvaise. « Qu'est-ce qu'il me veut, le morveux ?» dit Budo. « On ne t'a pas donné l'autorisation de rentrer dans l'atelier, me semble-t-il. »« Ouais, il me semblait que je t'avais donné l'ordre d'aller chercher des œufs dans le poulailler, » ajouta Guino. « Mais je parie que tu as encore peur d'elle, c'est ça ?» Beckett s'avança d'un pas déterminé, du moins l'espérait-il. « Je dois prévenir Maître Rinpo que quelqu'un est là pour lui, » répondit-il. Budo se leva et s'avança vers lui, le regard plein de méchanceté. « Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire ? On t'a dit de ne pas rentrer sans notre autorisation. Tu ne rentres pas, c'est tout. » Beckett sentit d'un coup la terreur lui monter au ventre. C'est que Budo avait 3 ans de plus que lui et faisait facilement le double de son poids. Il n'allait pas pouvoir passer outre. En désespoir de cause, il cria. « Maître Rinpo, Madame Alice est là pour vous voir !» Budo regarda son frère, manifestement hors de lui. « Tu crois peut-être que ça va marcher ? Le vieux est sourd comme un pot. Je vais te mettre une raclée, ça t'apprendra à désobéir. » Il frappa alors ses 2 poings l'un contre l'autre et continua d'avancer sur un Beckett désemparé. C'est alors que la porte du fond s'ouvrit. Le vieux maître Rinpo était échevelé, ses lunettes de forge vissées sur la tête, un gant de cuir encore attaché à la main. « Nom de nom, Beckett ! Dame Alice, tu as dit ? C'est formidable ! Qu'attends-tu donc pour la faire entrer ? Va vite la chercher. Budo, rentre son cheval. Guino, finis de ranger l'atelier et nettoie tout.
« Beckett, prépare-nous un bon repas. Je vais accueillir notre invité tout de suite. » Budeau regarda son père d'un air méprisant. Puis il bouscula Beckett en lui murmurant à l'oreille. « Tu ne perds rien pour attendre. » avant de sortir dans la nuit glacée. Maître Rinpo était un génie rare de la forge, réputé autant pour son talent que pour être un étourdi notoire. Pourtant, en cet instant, il semblait parfaitement savoir ce qu'il fallait faire. Beckett s'esquiva dans les cuisines, même s'il ne put s'empêcher de regarder par l'entrebâillement de la porte, tandis qu'il préparait de quoi nourrir 5 estomacs. La jeune femme était vraiment magnifique, son visage rayonnant de joie de vivre. Maître Rinpo semblait aussi heureux qu'impressionné de la voir. Il sautillait sur place d'excitation et semblait rajeunir rien qu'à lui parler. Alors qu'il les épiait sans entendre leur conversation, elle tourna la tête vers lui et lui adressa de nouveau un grand sourire. Beckett se sentit rougir et claqua la porte. Mais qui était donc cette mystérieuse voyageuse que Maître Rinpo traitait avec autant de déférence? Et surtout, pourquoi lui faisait-elle cet effet-là?